Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Je suis le docteur Louis Fouché, spécialisé en anesthésie, en réanimation, en éthique et en anthropologie de la santé, contributeur au Conseil scientifique indépendant et secrétaire des Enfants d'Hippocrate, une association qui cherche à remettre le lien entre les citoyens, les victimes d'effets secondaires, les scientifiques, les chercheurs, les médecins, les pharmaciens, et puis nos tutelles institutionnelles, pour essayer de remettre au goût du jour la démocratie sanitaire, l'idée que les citoyens ont leur mot à dire dans les décisions de santé et de santé publique. Et puis c'est aussi un peu l'enjeu du Conseil scientifique indépendant qui se réunit ce soir, 9 octobre 2025, pour son édition numéro 171. Déjà, que de temps à passer ensemble pour essayer de vous donner une information la plus claire, la plus loyale, la plus appropriée sur les questions de santé publique et de science en général, en essayant d'exclure le buzz, d'exclure l'actualité brûlante, en se disant que la science et la médecine sont affaires de temps long, de patience, de relative prudence. On va ce soir recevoir quelqu'un de très important pour le monde vétérinaire, mais aussi pour le monde humain, qui est un chercheur de tout premier plan, qui vient de l'école vétérinaire de Maisons-Alfort, qui, vous le savez, est une des grandes écoles vétérinaires en France. C'est Guillemette Crépeau. Bonsoir Guillemette. Alors, je vais te faire... Bonsoir Louis. Merci beaucoup d'être là avec nous. Tu es enseignant-chercheur à l'ENVA. C'est quoi l'ENVA ? Eh bien, comme tu l'as dit, c'est l'école nationale vétérinaire d'Alfort. Et donc, je suis enseignant-chercheur là-bas depuis une dizaine d'années. Ouais, ça veut dire que d'un côté, tu fais de l'enseignement, de l'autre côté, tu fais de la recherche. Et un de tes domaines de recherche concerne certains produits de santé. Est-ce que tu peux nous expliquer justement ces recherches ? Oui, c'est ça. Alors, j'enseigne en physiologie et pharmacologie aux étudiants vétérinaires. Et puis, l'autre moitié du temps, je fais des recherches, et alors exclusivement sur les composés qu'on trouve dans les vaccins, qui sont les adjuvants à base d'aluminium. Donc, j'étudie leur persistance et leur toxicité notamment. D'accord. Adjuvant aluminique, adjuvant à base Ouais. d'aluminium, ABA, et Ah bah. tu nous as présenté il y a quelques mois maintenant, je pense, au Conseil scientifique indépendant, le BABA, c'est-à-dire vraiment ce qu'il faudrait que tout le monde sache, à la fois citoyens, patients et parents d'enfants qui reçoivent des produits qui contiennent ces adjuvants-là, mais aussi médecins, pharmaciens, scientifiques et chercheurs. Puis ce qu'on a constaté à ce moment-là, c'est que nous tous, médecins et pharmaciens qui étions autour de la table, on ne connaissait pas ce BABA des ABA. Donc là, il y a un vrai travail d'information et de partage du savoir, et ça fait partie des prérogatives des universitaires qui sont protégées par la loi et par la Constitution même, sur le fait qu'ils doivent divulguer l'objet de leur connaissance et de leur recherche au grand public, quand bien même ce serait en désaccord avec certains protocoles, certaines choses entreprises par un gouvernement ou un ministère. Et donc, en ce sens, tu parles sous la protection de la Constitution. On reçoit ce soir, tu vas nous parler de ces adjuvants à base aluminique, mais tu vas plus précisément focaliser sur un sujet, c'est quoi ? Oui, je vais en particulier parler de leur rôle dans le neurodéveloppement et d'essayer de comprendre ce qu'on sait de ces adjuvants et de leur capacité à perturber le neurodéveloppement, donc à induire des troubles neurodéveloppementaux. Donc il faudra qu'on reprenne quelques petits éléments importants des troubles neurodéveloppementaux, en particulier des troubles du spectre autistique, parce que c'est vraiment ça qui m'intéresse le plus dans mes recherches. Le mot est lâché, troubles du spectre autistique, autisme, c'est des sujets qu'on n'avait pas le droit d'aborder jusqu'à récemment, qu'on a toujours très peu le droit d'aborder dans les médias, et qui pourtant font la une des journaux aux États-Unis. Et quelque part, on se donne le droit à nous-mêmes d'en parler aussi, puisque au sein des différentes commissions en charge de la vaccination, on a pu voir sous l'administration Kennedy que ce sujet était remis à l'ordre du jour et venait secouer à nouveau les discussions parlementaires, les discussions avec le Congrès, et puis même au sein des commissions liées à la vaccination. Donc, on va essayer d'y voir un peu plus clair, sachant qu'il y a une sorte d'épidémie de ces troubles du neurodéveloppement aux États-Unis,
mais peut-être que le même genre d'épidémie est en train doucement d'arriver dans nos pays du vieux continent. Peut-être que certaines pathologies, comme les troubles de l'hyperactivité ou de la tension, pourraient aussi être reliées à ces troubles du neurodéveloppement. Et dans ce cas-là, il est tout à fait légitime de se poser la question, est-ce que ça pourrait être lié à un des produits de santé qu'aurait reçu un nourrisson, parce qu'à ce moment-là, il y a des mesures de santé publique à entreprendre rapidement. Donc merci beaucoup d'aborder ce sujet. On l'abordera après en avoir abordé d'autres, notamment avec l'aide d'Hélène Banoun qui discutera avec nous. Bonsoir Hélène, tu vas bien? Bonsoir. Alors moi, je suis pharmacien biologiste, ex-chercheur INSERM, et je n'ai aucun conflit d'intérêt. Je n'ai jamais travaillé pour l'industrie pharmaceutique. Et je suis très heureuse de discuter avec Guillemette ce soir, puisqu'elle nous a déjà appâté avec sa dernière émission au mois de février. Voilà. Merci Louis et merci pour toutes ces informations. On va changer un tout petit peu de sujet, on va vraiment se concentrer sur les adjuvants à base d'aluminium pour la suite de la soirée. Donc la dernière fois, comme on l'a dit au tout début, je vous avais présenté le B-ABA des ABA. Alors ABA, c'est adjuvant à base d'aluminium, ça va être le même acronyme tout le long. Je vous avais présenté vraiment les grandes lignes, ce qu'il faut savoir quand on commence à s'intéresser à ce sujet. Et puis aujourd'hui, on va vraiment axer ça plutôt au neurodéveloppement parce que ce sont des études qui existent et qu'il faut connaître aussi. Alors j'avais remis le lien ici pour ceux qui avaient raté le premier épisode de février pour pouvoir reprendre un peu l'ensemble des infos que je ne vais pas répéter évidemment pour ne pas faire doublon. Je vais juste repréciser des petites choses essentielles pour resituer un peu le sujet. Quand on parle d'ABA, on parle de 3 sels d'aluminium différents. Donc, on parle de l'oxyhydroxyde d'aluminium, de l'hydroxyphosphate d'aluminium et du sulfate d'hydroxyphosphate d'aluminium. Voilà, on a trois adjuvants à base d'aluminium qui sont utilisés soit tout seuls, soit en mélange. On peut en avoir 2 dans un seul vaccin. Ce qui est important, c'est que ces composés sont sous forme de particules. Ça, c'est vraiment important pour étudier leur toxicologie, leur toxicité, leur cinétique, etc. On en trouve dans les vaccins vétérinaires et dans les vaccins humains. Et on les utilise depuis presque 100 ans. Alors, les tout premiers sels d'aluminium n'étaient pas ces composés-là. C'était d'autres types de sels d'aluminium. C'était de l'alun de potassium, par exemple. Donc, des petites différences quand même en termes de chimie. Alors, par contre, si vous faites bouger trop, je n'arrive plus à avoir mes diapos. Merci, c'est mieux. Et l'utilisation est totalement empirique, ça on pourra en reparler, mais vraiment on a aucune base en termes de sécurité. Je vais vous en dire un tout petit peu, en 2 mots, quelques infos là-dessus. On le disait tout le temps ça, qu'il n'y avait pas d'évaluation officielle, qu'il n'y avait aucune étude de toxicité, de sécurité pour dire à cette dose-là, il n'y a pas de problème. Et puis, à force d'entendre certains professionnels de la santé ou de la pharmacovigilance dire sans cesse on a une dose, on la connaît, on sait qu'à cette dose-là, il n'y a pas de risque. On a fini par écrire un article pour dire non, il n'y a vraiment rien, on le sait. On est retourné voir jusqu'au texte américain des années 40 et 50, vraiment pour retourner au tout début. Et sans surprise, il n'y a évidemment aucune notion de sécurité de ces sels d'aluminium qui, de toute façon, n'étaient pas tout à fait les mêmes dans ces années-là. Alors, je ne vais pas faire beaucoup, je ne vais pas en parler plus de cette étude-là qui a été publiée au mois d'août. Par contre, je peux vous dire que je vais la présenter mardi prochain pendant la pause déjeuner vers 12h45 avec le collectif pour des vaccins sans aluminium qui m'a demandé donc de présenter cette étude. Donc pour ceux qui veulent aller écouter ça en particulier, ça sera assez court. Il faut s'inscrire à la newsletter avant ce week-end pour recevoir le lien de connexion. Voilà, c'est juste pour la visio de mardi prochain. Alors, ce qu'on sait aussi de ces sels d'aluminium, c'est que dans les essais cliniques, les placebos contiennent les sels d'aluminium. On n'a aucun moyen de contrôler évidemment la sécurité de ces composés. Et puis, quand on s'intéresse aux études qui sont utilisées, qui servent d'études de référence, on comprend très rapidement qu'elles sont biaisées. On a publié ça aussi il y a quelques années pour vraiment reprendre le détail de tout ce qui ne va pas dans ces 3 études utilisées comme référence. Et en fait, j'ai mis la photo de ce petit rongeur sur des croquettes parce que le principal biais, c'est qu'en fait, les données de sécurité, soi-disant, reposent sur des études menées chez l'animal avec une exposition par voie orale à du lactate d'aluminium qui n'est pas un adjuvant à base d'aluminium et qui est un autre type de composé avec de l'aluminium. Et on est sur une autre voie d'administration. Donc, en fait, il n'y a rien qui va et on ne peut vraiment pas, quand on est un peu honnête intellectuellement, se baser là-dessus pour considérer qu'il n'y a pas de souci.
Une autre info que j'ai un peu creusée ces derniers temps, c'est qu'il n'y a pas de contrôle qualité en fait, de la quantité d'aluminium dans les vaccins de la part des instances réglementaires. Concrètement, la NSM ne contrôle pas la quantité et ne demande pas les résultats de contrôle que l'industriel est censé faire. Donc, ça, voilà. C'est un peu étonnant et ça explique peut-être que quand on mesure la quantité d'aluminium dans les vaccins, on est parfois un peu loin au-delà ou en deçà de ce qui est marqué dans le résumé des caractéristiques du produit. Donc, ce n'est pas extrêmement fiable. Ce qu'on sait dans la littérature de ces dernières décennies, c'est que tous les dogmes sur lesquels repose la sécurité des adjuvants à base d'aluminium ont été contredits. La persistance a été montrée chez l'homme et chez l'animal. La translocation d'un tissu à un autre a été montrée alors seulement chez l'animal parce que ça implique de détruire le tissu analysé, donc évidemment on ne va pas faire la même chose chez l'homme. Et puis la toxicité, en particulier la neurotoxicité, a été montrée chez l'homme et chez l'animal aussi. Voilà. Alors, je vais très vite parce que c'était des choses que je vous ai présentées la dernière fois. Ce qu'il faut avoir en tête aussi, pardon, c'est que ces composés à base d'aluminium sont pro-inflammatoires, c'est leur raison d'être dans le vaccin, c'est pour ça qu'ils sont utilisés, et ils vont induire une inflammation qui est périphérique, donc qui est au départ un endroit de l'organisme qui n'est pas le système nerveux central. Cette inflammation, elle est chronique, elle va durer dans le temps, elle est répétée. Alors ça, c'est surtout si on considère la vaccination du tout petit ou qui reçoit, par exemple, tous les mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, des adjuvants à base d'aluminium. Ça, c'est une notion qui est très importante, la répétition, pour induire un trouble. Et puis, elle est évidemment, cette inflammation, elle va être précoce, puisque l'organisme est exposé alors aux États-Unis le jour de la naissance, et puis en France dès 2 mois, et puis en période même prénatale avec la vaccination de la femme enceinte. Et là, on a tous les ingrédients pour produire un trouble. On va redétailler ça après, mais on a la recette parfaite pour conduire des troubles du développement. Pardon. Une autre chose qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il n'y a aucune utilisation connue d'aluminium par un système biologique. Aucun organisme, aucune cellule n'a besoin d'aluminium. En l'état des connaissances aujourd'hui, en octobre 2025, on n'a identifié aucun système cellulaire, moléculaire, qui a besoin d'aluminium. C'est en général pas un très bon signe pour l'intérêt d'un composé pour l'organisme. Et puis, pour faire un point dès le début là-dessus, quand on parle des adjuvants à base d'aluminium, on n'est vraiment pas dans une question pour ou contre la vaccination, parce qu'on sait vacciner sans aluminium, on sait vacciner sans adjuvant tout court, et on sait vacciner avec d'autres adjuvants qui sont plus biocompatibles, comme le phosphate de calcium. Ça a été fait pendant des décennies. Donc, c'est vraiment pas, quand on vous dit, oui, mais on est obligé de mettre de l'aluminium, sinon il n'y a pas de vaccin du tout, c'est vraiment totalement faux. Alors, pour comprendre le lien entre les adjuvants à base d'aluminium et le neurodéveloppement, il va falloir faire quelques points sur les troubles neurodéveloppementaux et le neurodéveloppement en général, et puis un mécanisme qui s'appelle l'autophagie. Puis après, on parlera des abats dans tout ça et vraiment au cœur de ces éléments-là. Alors, moi, je m'intéresse en particulier aux troubles du spectre autistique. Les troubles neurodéveloppementaux, c'est assez large. Alors moi, j'ai recentré un peu sur les troubles du spectre autistique. C'est déjà très large en soi. Les chiffres américains sont en général mieux. Enfin, il y a une meilleure surveillance qu'en France. Donc, on se base plutôt sur les chiffres américains. Ce sont des chiffres tout à fait officiels. Ce sont les chiffres des CDC américains. Et vous voyez que la prévalence en 2022 était estimée à un enfant sur 31, c'est un enfant de 8 ans, aux États-Unis. Donc, ce sont des données qui sont sorties en 2025, mais qui concernent évidemment une année un petit peu avant, donc l'année 2022. Évidemment, ce qu'on observe, c'est une augmentation absolument incroyable de cette prévalence. Et j'avais mis, alors en violet et en rose, les différents changements de critères diagnostiques. On voit le DSM-4 en 94 avec une vision révisée en 2000. Et puis le DSM-5 en 2013 avec une vision révisée en 2022. Ça, c'est vraiment pour montrer que on entend souvent en fait l'argument que parce que les critères évoluent, alors du coup il y a plus de cas. Mais en fait, on voit que même quand les critères n'évoluent pas pendant quelques années, l'augmentation elle continue. Donc c'est pas une explication vraiment satisfaisante pour expliquer cette augmentation de cas. Alors les troubles du spectre autistique, c'est très large, c'est un spectre évidemment extrêmement large. Moi, ce qui m'intéresse en termes d'exposition environnementale, c'est l'autisme régressif, donc qui traduit un changement très brutal dans le comportement de l'enfant avec une perte des acquis.
En général, ça a lieu vers les 1 an et demi de l'enfant. On a un enfant qui répond plus à son prénom, qui regarde plus dans les yeux, qui ne pointe plus du doigt, ce qui est un marqueur de développement chez le tout petit. Et cette régression, elle est, quand on écoute les témoignages des parents, elle peut être très rapide, en quelques heures ou quelques jours. On a un enfant tout à fait différent devant soi. Et alors la littérature n'est pas très fournie sur l'autisme régressif, mais on estime que ça représente 1/3 des cas d'autisme, donc de ce très très large spectre. Puis il y a une autre notion qui n'est pas équivalente, qui est différente, qui est vraiment liée à la sévérité du trouble, c'est l'autisme profond. Alors l'autiste régressif peut être autiste profond, mais il n'y a pas de relation à 100%. Et là, on est sur des fourchettes entre 26 et 40% de tous les troubles du spectre autistique. Donc on a bien sûr la neurodivergence, certains comportements, et puis on a des cas évidemment extrêmement lourds avec des autismes profonds. Et c'est tout ça qu'il faut arriver à comprendre, et pour arriver à comprendre les facteurs de risque de ces troubles-là. Alors, ce qu'on sait des troubles du spectre autistique, au-delà de ces histoires de prévalence, c'est qu'ils résultent d'interactions gènes-environnement. Ça, c'est assez largement admis depuis quelques années. Et il est considéré dans la littérature que globalement, les personnes atteintes de troubles du spectre autistique ont des défauts dans l'élimination des composés environnementaux et tolèrent moins, gèrent beaucoup moins les xénobiotiques auxquels ils pourraient être exposés. La prématurité, c'est le principal facteur de risque de troubles du spectre autistique. Alors, on pourrait en discuter un moment. La prématurité, c'est aussi du coup un moment où l'organisme très, très, très immature va être exposé à des xénobiotiques, que ce soit des adjuvants à base d'aluminium ou d'autres. Donc, il y a évidemment un facteur très important à prendre en compte dans l'immaturité du tout petit, de l'enfant prématuré. Alors, ce qu'on sait depuis maintenant 20 ans, c'est que les troubles du spectre autistique sont associés à une condition inflammatoire et neuro-inflammatoire, c'est-à-dire que l'organisme au niveau central, donc au niveau du cerveau ou au niveau de la périphérie, est très inflammé, si on simplifie un petit peu, avec notamment des concentrations de certaines cytokines pro-inflammatoires comme l'interleukine 6 qui sont très élevées. Donc cette idée du rôle de l'inflammation dans ces troubles-là, elle est quand même pas toute neuve, elle a une vingtaine d'années. Et avec cette idée d'inflammation arrive l'idée de perturbation du système immunitaire. En fait, vraiment, la composante immunitaire inflammatoire des troubles du spectre autistique, ça fait une vingtaine d'années qu'elle est décrite. Alors, au-delà de ça, à peu près dans les mêmes années, est arrivée la description par cet Américain Paul Patterson du rôle de l'activation immunitaire précoce dans les troubles du spectre autistique. Alors lui, il l'a étudié sous la forme de l'activation immunitaire maternelle et il a mis en évidence le fait que quand on active le système immunitaire de la mère pendant la grossesse ou pendant la gestation chez l'animal, alors on induit un phénotype de type autistique chez le petit. Et c'est maintenant un modèle d'étude chez le rongeur en particulier, quand on veut étudier les troubles autistiques, en fait, il suffit, entre guillemets, d'activer le système immunitaire de la mère, parfois avec une seule exposition à un composé, ça suffit, ça marche relativement bien. Alors là, on est quand même il y a 20-25 ans. Ça fait quand même 25 ans qu'on connaît ces composantes inflammatoires et immunitaires autour des troubles du développement. Et Paul Patterson, il avait dit une chose intéressante. Il a commencé à s'intéresser au fait qu'on vaccinait les femmes enceintes. Et il a dit que justement, le but de la vaccination de la femme enceinte, enfin, le but de la vaccination, c'était de stimuler le système immunitaire et que d'arriver vers une politique de vaccination très large de la femme enceinte, ça nous confronterait à des problèmes, à une large série de problèmes. Voilà, donc c'était il y a 20 ans. Je ne sais pas si on a vraiment pris tous les enseignements de ces travaux-là qui sont vraiment très, très intéressants. Alors, expliquer avec une image, c'est ça, l'activation immunitaire maternelle. Alors, quelle que soit la source de l'activation, l'idée, c'est de dire que l'activation du système immunitaire de la mère va induire au niveau du système nerveux central du petit une réactivité de la microglie, un stress oxydant, par exemple, un stress au niveau du fonctionnement des mitochondries, et que ces événements-là vont aller
endommager, vont aller impacter de manière négative d'autres événements qui sont les événements vraiment clés dans le développement du cerveau, la myélinisation par exemple, la neurogénèse ou la synaptogénèse. Et quand on perturbe ces événements, alors on impacte vraiment la trajectoire développementale de l'enfant et on peut augmenter la probabilité de survenue de troubles neurodéveloppementaux comme les troubles du spectre autistique ici qui sont cités. C'est vraiment un modèle intéressant. C'est un modèle qui est utilisé en laboratoire. Alors, on peut stimuler de différentes manières le système immunitaire de la mère en laboratoire avec des composés plutôt bactériens comme le LPS, avec des composés viraux comme le poly-IC ou carrément avec des virus. Et puis, quand on considère des stimuli un peu d'un autre ordre, on peut faire la même chose avec une alimentation de la mère qui serait très riche en graisse, par exemple, avec un stress social. Isoler un animal social, ça lui procure du stress, et stresser une femelle pendant la gestation, c'est plutôt source de survenue, de perturbation du développement du tout petit. Voilà, il y a différents types de stress aussi, des stress de contention par exemple. Tout ça est très étudié, il y a énormément d'équipes qui travaillent là-dessus. Alors, pour continuer sur ce qu'on sait, et c'est important de connaître ça pour vraiment appréhender le rôle des adjuvants à base d'aluminium là-dessus, il faut citer aussi le fait que les troubles du spectre autistique sont liés à des défauts de l'élagage synaptique. Donc, l'élagage synaptique, c'est ce qui fait qu'au cours du développement, toutes les synapses qui ont été créées vont, enfin certaines en tout cas, vont être élaguées et toutes ne vont pas rester. Et ce qu'on voit sur cette figure de 2021, c'est que la densité synaptique de l'individu qui souffre de troubles du spectre autistique est supérieure par rapport à l'individu neurotypique, et que cette différence apparaît dès les premières années de la vie de l'enfant. Alors ça, c'est une image d'illustration, mais on a des modèles animaux et on a des études sur des prélèvements post-mortem qui montrent cette perturbation de l'élagage synaptique, mais en fait moins d'élagage synaptique, donc plus de synapses. Et ce qui est très intéressant là-dedans, c'est que ce qui permet l'élagage synaptique, en fait, c'est un mécanisme qui s'appelle l'autophagie. Et il est maintenant admis depuis une dizaine d'années que les troubles du spectre autistique sont en fait des troubles liés à l'autophagie. Donc vraiment, pour faire très simple, l'idée, c'est de se dire que l'autophagie est perturbée, alors que ce soit génétiquement ou que ce soit par un composé environnemental ou par les deux. C'est un peu notre hypothèse de travail. Et cette autophagie qui est moins bonne, elle va induire un moins bon élagage synaptique, et ça va induire une plus grosse densité synaptique, et c'est ce qu'on observe dans les troubles du spectre autistique. Alors, ce qu'il faut essayer de comprendre, c'est pourquoi l'autophagie serait moins bonne, et quel est le lien entre l'inflammation, l'immunité et l'autophagie. Juste avant d'arriver à ça, on peut citer cette étude-là de 2019 qui montre que quand on induit un phénotype autistique chez la souris, alors ça, on peut le faire chez la souris très facilement avec de l'acide valproïque. L'acide valproïque, c'est ce qu'on retrouve dans la dépakine notamment. Chez la souris, il suffit de faire une injection pendant la gestation, et puis on a des petits qui présentent des perturbations neurodéveloppementales qu'on peut étudier. Et cette équipe-là a injecté un peu plus tard dans la vie des animaux un inducteur de l'autophagie qui s'appelle la rapamycine. Et grâce à cette induction de l'autophagie sur des petits qui présentaient des perturbations comportementales, ils ont réussi à restaurer ces comportements-là, notamment en termes de comportement social. Donc il y a des vraies pistes, notamment thérapeutiques là-dessus. Alors on a de plus en plus de travaux sur cette question du rôle de l'autophagie dans les troubles neurodéveloppementaux. Alors, pour dire quelques mots de plus sur l'autophagie, parce que c'est vraiment un mécanisme fascinant, extrêmement compliqué, en fait, pas toujours simple clairement à étudier, hein, c'est un mécanisme extrêmement dynamique avec énormément de protéines qui sont impliquées. Mais l'autophagie, en quelques mots, c'est un mécanisme qui va permettre de préserver l'homéostasie cellulaire. En fait, autophagie, ça veut dire se manger soi-même. Et c'est ce que va faire la cellule, en fait, quand elle a des composés environnementaux à dégrader, ou quand elle a des organites, par exemple des mitochondries qui ne marchent plus, qui sont défectueuses. Elle va les englober dans des membranes, et puis elle va injecter à l'intérieur, c'est ce qu'on voit ici avec le contenu d'un lysosome, des enzymes, et elle va acidifier le pH, et ça va permettre un peu de digérer ce qu'il fallait digérer. C'est un peu un rôle de déboueur. Et cette autophagie, elle est activée, ça c'est un peu plus connu par notamment le jeûne, mais elle est activée aussi par un stress environnemental, en particulier par une exposition à l'aluminium, et elle a un rôle dans l'élimination des particules métalliques, pas forcément aluminiques uniquement, mais en tout cas d'un large spectre de particules métalliques. L'autophagie, en fait, c'est impliqué dans tellement de choses
qu'on comprend vite que c'est un mécanisme clé dans ces troubles-là, parce que c'est aussi un mécanisme qui va jouer un rôle dans l'homéostasie et dans le microbiote intestinal. Donc, quand l'autophagie intestinale est perturbée, on observe des dysbioses intestinales. Ça fait un lien assez clair avec les troubles du spectre autistique. Et puis, certaines études ont montré aussi que quand l'autophagie au niveau des cellules de la barrière hémato-encéphalique n'est pas assez efficace, alors la perméabilité de la barrière hémato-encéphalique est augmentée. Donc, on va avoir plus de passages potentiels de xénobiotiques. Donc, il y a vraiment un champ très, très large quand on s'intéresse à l'autophagie. On peut aller faire pas mal de choses. Et puis, dans la littérature, les troubles de l'autophagie sont de plus en plus liés à différentes pathologies, cancers, troubles neurodéveloppementaux, maladies de Crohn. Ça, c'est assez bien décrit aussi. Donc, c'est une maladie inflammatoire intestinale. Et on aboutit maintenant à ce mot, à ce terme qui a été proposé assez récemment, qui sont les autophagopathies, donc toutes les maladies liées à des perturbations de l'autophagie. Voilà. Alors, pour revenir un peu à nos histoires d'inflammation et d'immunité, ce qui est vraiment fondamental, c'est de comprendre que l'autophagie, elle va être absolument essentielle dans les mécanismes inflammatoires. Et en fait, on a une vraie communication bidirectionnelle, un vrai équilibre entre l'inflammation et l'autophagie. C'est ce que j'ai symbolisé à droite. L'inflammation, elle va induire l'autophagie, et l'autophagie, quand elle se met en place, elle est là pour calmer l'inflammation, parce qu'elle va être capable de digérer les acteurs de l'inflammation, toutes les protéines de l'inflammasome, par exemple. Donc, il y a un vrai contrôle de l'inflammation par l'autophagie. Donc, évidemment, si l'autophagie ne marche pas très bien, l'inflammation va être très difficilement sous contrôle. Donc, on a vraiment un équilibre très, très subtil, et le mot qui a été prononcé, qui a été proposé en tout cas, pour décrire cet équilibre, c'est l'inflammophagie. Voilà, on fait qu'un seul mot de ces deux termes qui sont évidemment très, très proches. Alors, l'autophagie, ça je vous l'ai dit un petit peu tout à l'heure, mais l'autophagie est impliquée, je ne vais pas redétailler tout ça évidemment, mais le rôle de l'autophagie des neurones et des microglies est très important pendant le développement du système nerveux central dans l'élagage synaptique. Une bonne autophagie, un bon élagage, voilà, si on veut être très très court. Et je ne rentre pas non plus dans ces détails un petit peu techniques, mais j'ai quand même voulu les garder sur les diapos. Si on module de manière très expérimentale l'autophagie, si on la perturbe au niveau des cellules microgliales, alors on induit une neuroinflammation plus forte. Donc on voit bien qu'il faut que l'autophagie fonctionne bien pour calmer la neuroinflammation. Et puis, on active les voies de l'inflammasome, qui sont les voies activées par les adjuvants à base d'aluminium. Et puis, quand on n'a pas une autophagie qui marche très, très bien au niveau des cellules microgliales, alors on diminue la capacité de ces cellules à éliminer des molécules, des motifs de danger, par exemple les adjuvants à base d'aluminium. Alors, de tout ça, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a vraiment un équilibre très fin entre l'inflammation, l'autophagie, la capacité à éliminer des composés qui sont pro-inflammatoires, et que si on joue un tout petit peu avec ça, en fait, on perturbe l'ensemble, et ça a des vraies conséquences pour les trajectoires neurodéveloppementales. C'est très, très théorique, mais après, on va aller vraiment dans le cœur des adjuvants à base d'aluminium pour voir ce que les études ont montré. Alors, quelques mots sur les cellules microgliales, qui sont les cellules immunitaires du système nerveux central, qui sont impliquées très directement dans l'élagage synaptique et puis dans la régulation de l'inflammation. Dès qu'il y a une inflammation, c'est elles qui sont activées, en fait. On sait qu'elles vont être activées par des stimulations immunitaires répétées. C'est la théorie du double ou triple hit. En fait, l'idée derrière cette théorie, c'est de se dire que activer de manière faible, mais plusieurs fois, les microglies, ça va produire un effet plus important, notamment en termes d'inflammation, que de les activer une grosse fois. Et cette répétition, elle est vraiment, vraiment très importante. Elle est cruciale pour activer les microglies, pour produire de l'inflammation. Et en fait, quand on vaccine, on fait quoi chez le petit? On stimule de manière très répétée, avec seulement 4 semaines d'écart, le système immunitaire. Donc, on se place quand même dans les bonnes conditions, entre guillemets, pour activer les cellules microgliales. Et ce n'est pas du tout anodin, ce schéma-là. Une chose qui est très importante aussi, c'est, ça a été montré chez la souris, là, sur les travaux de 2018 et 2020, quand on applique en périphérie
chez l'animal, donc quelque part dans l'organisme, dans une patte par exemple, un stimulus inflammatoire, alors on est capable d'induire, en tout cas on observe à long terme chez la souris, une reprogrammation des cellules microgliales. Et cette reprogrammation, elle persiste dans le temps. Je vais vous dire la deuxième chose et puis je vais vous dire pourquoi tout ça c'est important. Ce que l'équipe, c'est une équipe française, Chiot 2020, là, ce qu'ils ont montré, c'est que si on modifie les macrophages à la périphérie de l'organisme du rongeur, alors on induit une modification de la réactivité inflammatoire des microglies et on est capable de moduler la voie de signalisation de la synaptogénèse microgliale. Ce que ça veut dire, ces deux derniers points, c'est qu'il n'y a pas besoin d'avoir un composé inflammatoire dans le cerveau pour produire des dommages. Évidemment, ça produit des dommages, mais de seulement créer de l'inflammation en périphérie, ça suffit à créer de l'inflammation dans le cerveau de manière durable. Et ça, c'est vraiment, vraiment important. Alors évidemment, si en plus le composé qui nous intéresse passe dans le cerveau, et c'est le cas pour les adjuvants à base d'aluminium, là, on a toutes les conditions pour créer une neuroinflammation très forte. Mais même si ça passe pas dans le cerveau, ça suffit. En fait, le fait d'inflammer quelque part dans l'organisme, ça suffit à modifier les cellules microgliales. Et pourquoi je vous parle de la modification des macrophages périphériques? Parce que les adjuvants à base d'aluminium au site d'injection, donc au niveau du muscle, alors chez l'enfant c'est la cuisse, chez l'adulte c'est le deltoïde, sont internalisés par les macrophages, qui sont les éboueurs qui circulent et qui prennent tout ce qu'il y a à éliminer en tout cas. Et les adjuvants au sein des macrophages sont capables d'aller induire une polarisation des macrophages. Alors c'est un petit peu complexe parce que ça dépend de la dose, ça dépend de la taille de la particule, c'est pas très très simple à appréhender. Mais on sait très bien que les adjuvants à base d'aluminium sont capables d'aller modifier les macrophages en périphérie. Et on sait que quand on modifie les macrophages en périphérie, on est capable de modifier l'inflammation au niveau des microglies. Donc c'est vraiment, je crois, des études très importantes. Alors, pour en revenir maintenant un peu plus directement aux adjuvants à base d'aluminium, on va essayer de comprendre du coup ce qu'on sait de ces composés-là dans l'autophagie, dans les troubles du spectre autistique et dans l'inflammation. Alors, j'ai voulu faire juste un tout petit préambule là-dessus parce que la neurotoxicologie développementale, c'est le domaine qui me passionne et sur lequel je travaille et sur lequel je travaillais déjà quand j'étais en thèse, mais avec d'autres composés environnementaux qui sont des hydrocarbures, qui sont un tout petit peu moins sensibles en termes de débat public en tout cas. Il y a beaucoup moins d'enjeux que sur les adjuvants à base d'aluminium, mais j'avais envie de reprendre cette phrase-là que j'avais déjà dont j'avais déjà connaissance quand j'étais en thèse, c'est la phrase d'un pédiatre américain qui s'appelait Herbert Needleman, et dans les années 70-80, il a dit « Nous sommes en train de conduire dans nos sociétés une vaste expérimentation toxicologique dans laquelle nos enfants et les enfants de nos enfants sont les sujets expérimentaux. » Alors cette phrase, elle a 40 ou 50 ans, je ne suis pas sûre que... Je crois qu'elle est encore d'actualité, malheureusement. Je vous ai mis le symbole du plomb parce que Needleman, il travaillait sur l'exposition au plomb et l'intoxication du tout petit au plomb, et donc il travaillait sur le saturnisme. Il s'est heurté évidemment aux industriels du plomb, sinon c'est pas drôle. Et je crois que maintenant, plus personne ne remet en cause le fait que l'intoxication au plomb chez le petit est très délétère pour le système nerveux du tout petit. Et je ne sais pas, du coup, dans quelle décennie on se dira, mais vous vous rendez compte qu'on exposait des tout petits à de l'aluminium, alors qu'on sait très bien que exposer des tout petits à l'aluminium, c'est absolument dangereux. Voilà, c'était une petite introduction historique. Ce qui m'intéresse aussi dans ce domaine-là, c'est que c'est une discipline qui a démarré dans les années 20, mais qui a eu plus d'attention à la fin du XXe siècle. Et pour vous donner quelques exemples, alors certains sont d'origine iatrogénique, mais pas tous, dans ces composés qui ont un pouvoir neurotoxique au cours du développement, évidemment, on peut citer la thalidomide. Alors, le scandale de la thalidomide a donné naissance à un programme de surveillance au sein du CDC et à la création du premier centre mondial de la pharmacovigilance en Suède. Je ne savais pas. Et puis évidemment l'acide valproïque, je l'ai abordé très rapidement tout à l'heure, la dépakine. J'ai mis entre parenthèses le distilbène parce que c'est pas de la neurotoxicologie à proprement parler. Et puis d'autres composés environnementaux dont on sait évidemment sans aucun doute maintenant qu'ils peuvent être toxiques pour le système nerveux du tout petit. Par exemple l'alcool, le plomb, le mercure, les polluants organiques persistants. Il y a toute une grande variété de composés
qui sont toxiques pour le petit. Je vous ai mis ici la définition de la neurotoxicité développementale, donc toute action d'un agent toxique, chimique, physique ou biologique sur le système nerveux en développement, avant ou après la naissance, et qui interfère avec les structures et les fonctions normales. L'exposition à des xénobiotiques pendant le développement peut induire des effets délétères sur un plan structural, fonctionnel, neurochimique et comportemental. Ce qui n'est pas toujours simple à étudier parce qu'une modification comportementale, c'est un peu plus subtil parfois que certains troubles induits par certains composés qui présentent une toxicité pour l'organisme en développement. Donc voilà, on a des défis dans cette discipline-là qui sont un peu différents d'autres disciplines. Je vais en dire quelques mots. Pourquoi c'est important de vraiment poser ça? C'est vraiment lié au fait que l'enfant n'est pas un mini-adulte. C'est pas juste un adulte en version réduite, en taille réduite. L'enfant, il a une physiologie qui est particulière, il a des comportements qui sont particuliers, il a des expositions particulières, il n'est pas au même niveau rien que dans la rue, il n'est pas au même niveau des pots d'échappement, il n'est pas au même niveau du sol. Voilà, il y a des expositions qui sont très particulières chez le tout petit. Il est évidemment par définition extrêmement immature, son système enzymatique pour éliminer les xénobiotiques est immature, ses reins sont immatures, sa barrière hémato-encéphalique est immature, le système immunitaire est immature, le système nerveux est immature. Évidemment, ça fait de lui un être tout à fait vulnérable, et donc la question des effets de l'exposition environnementale vers le tout petit, pour le tout petit, sont absolument majeurs. Alors, quels sont les défis auxquels la neurotox développementale est confrontée? Le premier, c'est que certaines perturbations peuvent être assez subtiles par rapport à d'autres. Je vous ai mis en photo des enfants qui ont été exposés à la thalidomide. Évidemment, là, c'est extrêmement frappant. On comprend tout à fait les types de malformations qui peuvent être induites. Quand on est sur des perturbations comportementales, c'est un peu plus compliqué parfois à mettre en évidence, en particulier chez l'animal. Il faut parfois des nombres d'animaux assez importants et étudier très finement le comportement qui peut être impacté par pas mal d'autres choses. Donc, il y a une vraie expertise à avoir là-dessus. Et puis, dans le cadre de la neurotox développementale, on observe des troubles, parfois à moyen terme, parfois à long terme, avec une toxicité qu'on qualifie de silencieuse. Donc, il est assez compliqué parfois de ramener un effet observé chez l'adolescent ou à l'âge adulte à une exposition qui a eu lieu, par exemple, in utero. C'est vraiment assez compliqué en tout cas, et ça, voilà. C'est pas le plus simple. Et puis en termes de quantification des expositions, on est parfois confronté à des limites aussi, d'aller se replacer pendant la grossesse, savoir à quoi a été exposée la mère. C'est pas forcément évident là-dessus. L'enfant est exposé à des composés très très variés, un grand nombre de composés, la plupart du temps à des faibles doses, alors sauf évidemment cas accident industriel ou ce genre de choses, mais ce sont souvent des expositions multiples avec des voies d'exposition multiples, avec des doses plutôt faibles. Il faut considérer l'exposition de la mère, il faut considérer l'exposition de l'enfant par sa mère, par le lait maternel, par la barrière placentaire, et puis l'exposition de l'enfant directement. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à appréhender quand on veut essayer de voir si un composé est toxique en période développementale. Puis on a des fenêtres de sensibilité qui sont assez longues, qui s'étendent sur plusieurs mois ou plusieurs années chez l'enfant, avec des sensibilités qui sont différentes tout au cours de ces périodes. Voilà, j'en ai presque fini avec ce très très grand préambule sur la neurotox développementale. Pardon. Ça a donné lieu quand même à des concepts qui sont vraiment intéressants, qui sont les concepts d'origine développementale de la santé et des maladies. Donc l'idée, c'est vraiment de se dire que c'est au début de la vie que ça se joue, en fait, et que le devenir de l'individu est modulé par les interactions, notamment avec l'environnement chez le tout petit, d'où l'intérêt évidemment de contrôler et d'étudier et de limiter les expositions délétères. Puis un concept qui est un peu plus récent, c'est le concept d'origine développementale microbienne des maladies, donc pour lequel les interactions hôtes micro-organismes, donc bactéries ou virus, au début de la vie, pourraient jouer un rôle dans toute la suite de la vie en santé ou confrontés à des maladies de l'individu. Donc voilà, ce sont des concepts qui sont intéressants. Alors, je vous ai mis quelques petites images ici.
Pour une raison particulière, c'est qu'on a, alors là, ce sont des programmes français. Je suis restée sur des programmes nationaux français, mais on a la même chose dans plein de pays, évidemment. On a plein de programmes qui nous permettent de vraiment sensibiliser les parents, sensibiliser les soignants aussi à l'exposition du tout petit. Alors, on va parler phtalates, on va parler bisphénol, on va parler de plein d'autres choses, les polluants éternels, les PFAS, enfin, tout ce que vous voulez. Donc, c'est ce genre de programme santé, améliorer l'environnement du jeune enfant. On a le programme de Santé publique France, les 1000 premiers jours. Alors, évidemment, je pense qu'on est probablement beaucoup en avoir entendu parler. Puis, au point de vue de la recherche, on a des gros projets de recherche qui sont en place, comme la cohorte Marianne. Cohorte Marianne, c'est une grosse étude qui a été démarrée depuis 1 an ou 2, je crois, qui est portée par une équipe de Montpellier et qui vise à recruter des couples mère-enfant dès la grossesse des femmes, et puis à les suivre dans le temps et évaluer les expositions de la mère, de l'enfant, et l'éventuelle survenue de troubles du développement. Et puis je vous ai mis une photo d'un congrès avec des présentations de posters. C'est comme ça qu'on présente nos travaux la plupart du temps en congrès, avec des communications affichées. On présente nos études, et puis tout le monde peut faire le tour des posters et regarder un peu de quoi ça parle. Alors moi, j'aime bien, quand j'ai l'occasion d'aller en congrès, regarder les facteurs environnementaux qui font l'objet d'études dans le cadre des troubles du neurodéveloppement. Et puis en fait, c'est toujours un peu dans tous ces programmes-là et dans toutes les présentations de toutes les équipes qui s'intéressent aux facteurs de risque des troubles neurodéveloppementaux, c'est toujours le jeu de Où est Charlie ? Alors Charlie, ce sont les adjuvants à base d'aluminium, évidemment. Et en fait, ils sont jamais nulle part. Il y a quasiment personne qui étudie ces questions, alors qu'ils font partie, évidemment, de l'environnement du tout petit. On considère l'environnement au sens large. Einstein, enfin, c'est une phrase attribuée à Einstein, disait: l'environnement, c'est tout ce qui n'est pas moi. Donc, évidemment, les adjuvants à base d'aluminium sont dans l'environnement de la femme enceinte et du tout petit. Et en fait, ils ne sont jamais nulle part. Il n'en est jamais question de cette exposition-là dans tous ces programmes de sensibilisation aux effets de l'environnement. Et c'est un peu dommage, parce qu'en fait, depuis les années 90, depuis 97, on sait que l'exposition du tout petit à l'aluminium, là, c'est par voie intraveineuse, avec des solutions de nutrition parentérale qui contiennent de l'aluminium chez le prématuré. Mais on sait que cette exposition-là induit un déficit du développement psychomoteur observé à l'âge de 18 mois, avec une relation dose-effet. Alors, ça pourrait alerter quand même sur le fait que peut-être que si l'aluminium n'est pas très bon en IV chez le préma, peut-être qu'en intramusculaire, il ne sera pas très bon non plus chez le préma et chez le bébé né à terme. Alors, ce n'est pas du tout une étude enterrée, celle-là, hein. La FDA, en 2022, nous confirmait qu'effectivement, la toxicité de l'aluminium présente dans ces solutions de nutrition parentérale, ça représente une question majeure de sécurité, et qu'il faut faire attention aux taux, parce qu'on peut aboutir à des taux chez le bébé qui vont être tout à fait les bons pour induire une toxicité pour le système nerveux ou pour la matrice osseuse, parce que l'os capte assez bien l'aluminium. Alors ça, c'est vraiment étonnant, parce qu'il y a une vraie alerte, et il y a un vrai accent qui est mis sur cette exposition-là, à ces sels d'aluminium-là en intraveineux. Et le discours officiel, c'est: non, mais dans les vaccins, il n'y a aucun problème. C'est quand même un tout petit peu contradictoire, et c'est un petit peu dommage. Alors, qu'est-ce qu'on sait maintenant, pour ceux qui ont résisté jusqu'à 22 heures, des adjuvants à base d'aluminium? En fait, on a assez peu d'études officielles. Pour tout dire, la première, elle date de 2023, donc elle est extrêmement récente. Elle a été faite par les CDC américains. Et cette étude-là, elle montre une association entre l'exposition aux adjuvants à base d'alu chez le petit et la présence d'asthme chez l'enfant entre 24 et 59 mois. Voilà. Alors, ça n'a pas été beaucoup plus loin, hein. Ils ont juste dit, bah voilà, effectivement, il y a plus d'asthme chez les enfants qui ont été exposés. Alors, l'asthme, évidemment, il y a une grosse composante immunitaire et inflammatoire. Et puis, pour avoir une nouvelle étude sur une large cohorte d'enfants, il a fallu attendre le 15 juillet de cette année, avec cette étude danoise qui a été réalisée sur une cohorte de plus d'1 million d'enfants. Ils ont 1,2 million enfants, et ils ont étudié, donc c'est tous les registres de santé danois, ils ont étudié l'exposition, ils ont essayé de corréler l'exposition aux adjuvants à base d'aluminium avec la survenue de certains troubles neurodéveloppementaux, auto-immuns, atopiques, allergiques. Et leur conclusion, en tout cas la conclusion de l'abstract, c'est qu'ils n'ont pas mis en évidence, ils n'ont pas trouvé de preuves supportant l'augmentation d'un risque entre l'exposition aux adjuvants et tous ces troubles-là. Alors on pourrait se dire, bah super, du coup, il n'y a pas de risque, c'est tant mieux.
Moi, en tant que scientifique, ça ne me dérange pas de faire autre chose. Et puis, en tant que maman, ça m'arrange quand même qu'il n'y ait pas de risque. Mais en fait, cette étude, je l'ai lue dès le 15 juillet, puis je l'ai beaucoup relue et avec d'autres. On l'a beaucoup lu. Elle a été beaucoup commentée déjà. Et en fait, on se rend compte assez rapidement qu'il y a quelque chose, pour reprendre cette phrase-là, qu'il y a quelque chose d'assez pourri. Alors, peut-être pas au royaume du Danemark, je ne vais pas me fâcher avec tous les Danois, mais en tout cas, dans cette étude, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas du tout, très clairement. En quelques mots rapides, parce qu'on pourrait faire une soirée entière seulement sur cette étude, en fait, elle est bourrée de biais. Il n'y a rien qui va. Rien n'est fait correctement. L'exposition aux adjuvants est de toute façon très mal faite. Donc, c'est vraiment un gros biais de départ parce qu'en fait, on n'est pas vraiment sûr de qui a reçu quoi. Les critères d'exclusion sont largement discutables. Il n'y a pas de groupe contrôle qui n'a reçu aucun adjuvant à base d'aluminium. Les enfants à haut risque ont été exclus. S'il y a la survenue d'un effet indésirable avant 2 ans, les enfants ne sont pas considérés dans l'étude, ils sont sortis de l'étude. Les enfants sont suivis jusqu'à 5 ans, parfois 8 ans, mais jamais au-delà, donc ça peut être un peu court pour certains diagnostics. Il y a beaucoup de choses dans la méthode qui posent beaucoup de questions. Une autre chose qui vraiment a soulevé pas mal d'interrogations cet été, c'est le fait que les supplementary data, donc le fichier un peu à part avec toutes les données un peu lourdes, ont été mises à jour le 17 juillet, donc 2 jours après la publication de l'étude et après la conférence de presse, évidemment, que les auteurs ont donné pour dire « regardez, il n'y a rien à voir ». Et puis, quand on regarde vraiment dans le détail ces données-là, on se rend compte qu'en fait, ils sont plus cohérents avec les conclusions du papier principal et puis qu'en fait, parfois, il y a des différences significatives, mais qui, évidemment, ne sont pas abordées dans le papier. Enfin, voilà, rien ne va pour faire simple. Ils ont quand même réussi à montrer un effet protecteur des adjuvants à base d'aluminium, ce qui est évidemment une première en médecine, de montrer que l'aluminium est bénéfique. Donc soit c'est une vraie grosse nouveauté dans la littérature scientifique, soit ça montre un peu plus simplement que la méthode est beaucoup trop mal faite, beaucoup trop mauvaise pour que l'étude soit pertinente. Voilà. Au-delà de ça, il y a des vraies questions de transparence parce que les données sont absolument inaccessibles, donc personne ne peut les réanalyser. Et puis, on peut se poser la question des conflits d'intérêts parce que notre dernier auteur, Anders Wied, il a co-signé beaucoup d'études garantissant la sécurité du garde d'asile avec des méthodos largement biaisés aussi. Donc voilà, il y a beaucoup de questions. J'ai mis 3 petits points, il y a beaucoup de choses. J'avais fait une réponse donc que Vaccin sans alu a publiée, qui reprend la même chose. Il y a quelque chose de pourri au royaume du Danemark, si vous voulez voir ça de manière un peu plus précise. Et puis, on a passé à peu près tout l'été là-dessus avec une dizaine d'autres co-auteurs pour soumettre dans un journal tout à fait classique, une revue internationale à comité de relecture, cet article-là qui s'appelle Adjuvant à base d'aluminium et santé de l'enfant, un appel pour la science, un appel à la science. Voilà, c'est un article qui est alors il n'est pas encore en révision. Les 2 reviewers ont rendu leur copie, mais je ne l'ai pas encore eu. Donc je pense que c'est dans les mains de l'éditeur. Donc j'attends du nouveau sur cet article-là et on a vraiment pointé tous les biais un par un. Donc c'est un peu dense, mais tout y est normalement. Voilà. Alors, pour nos abats, ce qui va nous intéresser, ce sont les études de population dans un premier temps. Par exemple, les études qui montrent que quand on a une exposition plus forte au vaccin, alors on a une augmentation de l'incidence des TSA. Donc, j'ai cité 3 études là-dessus, je vous en montre 2 sur les schémas. Elles sont intéressantes, ces études, mais elles ne sont pas suffisantes si on veut vraiment caractériser le rôle des adjuvants à base d'aluminium, parce qu'il n'y a pas d'aluminium dans tous les vaccins. Il y en a dans... Alors, par exemple, sur les 12 vaccins obligatoires en France, il y a de l'aluminium dans 9. Donc, c'est quand même évidemment une bonne proportion. Mais on ne peut pas, de ces études-là, tirer seulement le rôle des adjuvants à base d'aluminium. Donc, il faut aller regarder des études qui ont vraiment spécifié cette question-là. Et on a cette étude de 2011. Donc, encore une fois, ce n'est pas une étude qui date de la semaine dernière. C'est quand même 14 ans qu'elle est sortie. Et cette étude canadienne nous montre que la quantité d'adjuvants à base d'aluminium administrés chez le tout petit est associée à une augmentation de l'incidence des TSA dans 7 pays occidentaux. Alors, Léo l'a dit tout à l'heure, corrélation, causalité, tout ça. Mais les auteurs ont pris la peine, évidemment, de confronter leurs données aux 9 critères de Hill qui permettent d'aller vers une causalité, en tout cas de conclure plus ou moins fortement vers la causalité entre la quantité d'aluminium et l'incidence des TSA. Et ils ont quand même déterminé que 8 des 9 critères de Hill étaient remplis.
sachant que le 9e, c'est la notion de spécificité qui en fait ne s'applique pas tellement aux troubles du spectre autistique qui ont une étiologie multifactorielle, évidemment. Et puis, une autre étude qui est vraiment intéressante, c'est celle-ci. Encore une fois, on est quand même dans des années, enfin, ça fait quand même 15 ans qu'on sait ça. Ces auteurs américains ont mis en évidence le fait que quand on reporte la première vaccination hépatite B après le premier mois de vie, alors on réduit d'un facteur 3 l'incidence des TSH chez les garçons. Voilà. Donc, ça vaut le coup aussi de se poser la question seulement du timing. Encore une fois, il n'est pas forcément question de vaccin versus pas de vaccin. Parfois question de vaccin plus tard. Alors ça, c'était pour les études de population. Quand on va regarder les études réalisées en post-mortem chez l'homme, avec des échantillons de cerveau de patients prélevés chez des patients décédés avec un trouble du spectre autistique, on s'aperçoit, et ça c'est l'équipe du professeur Exley en Angleterre, on s'aperçoit que les cellules microgliales sont chargées en aluminium, que les concentrations mesurées sont parmi les plus élevées que l'équipe a jamais mesurées, et c'est une équipe qui a une très grande expertise de ce genre de dosage sur tissu humain dans différentes conditions pathologiques, Alzheimer, épilepsie, sclérose latérale amyotrophique par exemple. Et puis voilà, ce qu'ils ont observé en tout cas, ce sont des concentrations très élevées, notamment chez un adolescent de 15 ans. Avec cette étude-là, on ne peut pas avoir de certitude sur la source d'aluminium. Il n'est pas question de dire c'est l'aluminium vaccinal. On ne sait pas parce que les limites des techniques ne permettent pas de vraiment d'être sûr de la source. Néanmoins, la localisation intracellulaire est quand même très très compatible avec l'hypothèse d'aluminium vaccinal. C'est ce qu'on observe toujours en biopsie musculaire chez l'homme. C'est ce qu'on observe chez l'animal aussi, cette internalisation des adjuvants à base d'aluminium, et dans d'autres contextes pathologiques, par exemple l'Alzheimer, l'aluminium n'est pas forcément intracellulaire. Donc voilà, il y a des présomptions, mais quand on est honnête, évidemment, on ne peut pas garantir que l'aluminium observé dans ces cerveaux-là provient des vaccins. Ça mérite de se poser la question quand même. Alors, ça, c'était du post-mortem chez l'homme. Maintenant, qu'est-ce qu'on sait des études animales? Alors, en 2022, nous, on s'est amusé à regrouper toutes les études animales sur la question. Donc, toutes les études pour lesquelles des groupes d'animaux avaient été exposés en sous-cutané ou en intramusculaire à des adjuvants ou à des vaccins contenant ces adjuvants-là. On a recensé 31 études, donc il n'y en a pas des centaines quand même, hein, entre 72 et 2021. Et puis, si on se met vraiment à jour pour aujourd'hui, il faudrait en rajouter 4. Et sur ces 31 ou 35 études, on a seulement 6 ou 8 qui s'intéressent aux expositions précoces. Et la première qui s'est intéressée aux effets de l'exposition précoce aux adjuvants à base d'aluminium, elle date de 2008. Donc encore une fois, quand on nous dit qu'on a 100 ans de recul sur ces composés-là, ben c'est pas vrai en fait, parce qu'avant 2008, personne ne s'est intéressé à ce qui se passait chez l'animal, en tout cas quand on l'exposait au premier stade de son développement. Donc on n'a vraiment pas 100 ans d'expertise sur la toxicologie, la toxicocinétique de ces composés-là. Alors, ce que toutes ces études montrent, je ne vais pas les détailler une par une, hein, mais ce que toutes ces études montrent, c'est que quand on s'intéresse à la biopersistance ou à la translocation ou aux effets neuraux, en fait, on trouve toujours quelque chose. Il y a toujours quelque chose à dire. Soit c'est très biopersistant, soit c'est biopersistant et ça a transloqué, ça induit un effet neuro. Voilà, il ne passe jamais rien. C'est vraiment très frappant. Et pour aller un petit peu plus dans le détail, si on regarde les études rongeurs, on a plusieurs études. Alors, je n'ai pas à chaque fois tout repris, mais je vous en montre ici 2, 3 différentes. Chez la souris, c'était les miennes de 2015 et 2017. Et chez le lapin, c'est une étude de 97. Donc, encore une fois, ça fait presque 30 ans qu'on sait ces choses-là. En fait, c'est complètement incroyable. Chez le lapin a été montrée la translocation de l'aluminium vaccinal, et là on est sûr que c'est l'aluminium vaccinal parce qu'il était marqué avec un isotope radioactif, depuis la patte de l'animal jusqu'à son cerveau. Donc ça c'est vraiment une grosse alerte qui aurait dû induire plus de décisions probablement sur la présence d'aluminium dans les vaccins. Ça n'a rien fait, et c'est même une étude qui est utilisée pour rassurer, pour dire ça sera éliminé, donc il n'y a pas de souci. Voilà, c'est l'étude dite des 2 lapins. Et puis nous, chez la souris, on a montré des persistances très très longues et parfois, sous certaines conditions d'exposition, de dose, une translocation et une accumulation au niveau cérébral.
Ce qui a été montré aussi chez l'animal, alors soit chez le petit, soit chez l'adulte, c'est une modification du comportement individuel, comportement social, avec des perturbations notamment du niveau d'anxiété des animaux, pas toujours dans le même sens, c'est un peu la joie du comportement animal. On a parfois des animaux plus anxieux, parfois des animaux moins anxieux, mais en tout cas, on a une modulation d'un registre comportemental qui est majeur pour l'animal, avec une exposition à ces composés-là, à des doses qui sont tout à fait représentatives de doses d'exposition humaine. Ce qu'on avait observé nous aussi, c'est que quand on injecte dans la pâte des composés, des adjuvants à base d'aluminium, eh ben, on induit une activation de nos microglies, des petites cellules immunitaires au niveau du cerveau. Ça, c'est ce qu'on avait montré. Puis d'autres équipes ont montré aussi que quand on expose le tout petit, là c'est une étude californienne de 2019, quand on expose le tout petit, alors ils ont exposé à J10, 10e jour de vie, et puis ils ont prélevé les cerveaux au 15e jour, et ben on a une augmentation, de la présence d'interleukine 6, qui est une cytokine pro-inflammatoire, dont le rôle dans les troubles du spectre autistique est connu et absolument plus débattu, pour les animaux exposés aux adjuvants et à une soupe immunitaire qui contient les adjuvants. Ça, c'est au niveau du cortex, donc c'est vraiment tout à fait au niveau du cerveau des individus. Et puis une autre étude aussi, ce sont des études asiatiques qui ont montré que à plus long terme, on garde en fait la même chose, on garde de nouveau cette augmentation de la concentration en interleukine 6 quand on va plusieurs jours, plusieurs semaines après les expositions, on a toujours cette présence augmentée d'interleukine 6 avec d'autres perturbations, notamment comportementales ou d'autres événements majeurs du développement du système nerveux central comme la neurogénèse par exemple. Alors toute petite précision quand même, ces études-là, pour ces études, les auteurs ont exposé par voie intrapéritonéale à ces composés-là. C'est quand même assez difficile, franchement, d'exposer un tout petit par voie intramusculaire. Donc ça, c'est de l'IP. Voilà, c'est pas exactement, et c'est évidemment pas une voie d'administration, mais ça donne quand même des informations importantes, et cette persistance de la présence d'interleukine 6, elle est vraiment très importante. Alors, quand on sort un peu des modèles rongeurs, on peut s'intéresser à ces études-là, qui sont les études de l'équipe du professeur Luján en Espagne. Lui, il travaille sur un modèle ovin, avec des moutons, des jeunes adultes moutons, et il a remarqué, ils ont publié ces études-là, qui montrent que quand on expose à des vaccins qui contiennent des adjuvants, les animaux, alors au-delà de beaucoup d'autres symptômes, je me suis intéressée ici qu'au comportement, montrent une augmentation des comportements agressifs, une augmentation des stéréotypies, donc c'est des comportements très répétitifs, ça c'est vraiment très intéressant dans le cadre des troubles du spectre autistique, et puis une diminution des interactions sociales affiliatives. Les interactions sociales affiliatives, c'est tout ce qui est plutôt positif dans l'interaction avec les autres individus. Le mouton, c'est un animal qui n'aime pas être tout seul non plus, évidemment. Si on résume tout ça en quelques mots, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on n'a pas une centaine d'études, clairement, sur les adjuvants à base d'aluminium et leur rôle dans le neurodéveloppement. Mais quand on les regarde, les quelques études qui existent, on a des données épidémiologiques, on a des données cliniques, on a des données précliniques sur différents modèles, et elles vont toutes dans le même sens. Elles vont toutes dans le sens d'une association causale entre une exposition précoce aux adjuvants à base d'aluminium et un risque accru de troubles du spectre autistique. Et dans le même temps, de manière très complémentaire, en fait, il existe un vrai manque de données scientifiques qui pourraient démontrer que les abats sont sûrs, en particulier à long terme. Il faut vraiment aller regarder tout le travail de l'avocat américain Aaron Siri, qui a mis ça en évidence de manière assez nette. Par exemple, le vaccin hépatite B, donc qui contient des adjuvants à base d'aluminium, il a été testé sur 100, alors je ne sais plus si c'est 147 ou 150 enfants pendant 5 jours. Évidemment, ça ne peut pas donner d'informations sur le rôle, sur la survenue d'un trouble neurodéveloppemental. Il faut évidemment suivre beaucoup plus longtemps que ça pour comprendre. Alors, pour reprendre tous ces éléments-là, on a publié en 2022 une revue qui reprend vraiment ça, le rôle de l'inflammation de l'autophagie en lien avec les adjuvants à base d'aluminium, en lien avec les troubles du spectre autistique. Donc, il faut, enfin voilà, pour ceux qui veulent reprendre tout ça,
Vaccin sans alu a fait une traduction en français, donc c'est pas, voilà, même si on n'a pas envie de lire en anglais, on peut tout à fait aller lire ça en français. Et l'avantage d'être très très peu d'équipes à travailler sur cette question-là, c'est que 3 ans après, la revue est toujours à jour. Il n'y a pas grand-chose qui est sorti sur le sujet, en tout cas personne d'autre n'a publié là-dessus. Donc voilà. Et puis j'ai rajouté deux autres images sur cette diapo. Il y a quelque temps, un de mes étudiants m'a demandé tout ce que je faisais en recherche, finalement, à quoi ça servait et à quoi ça avait servi en termes de prise de décision politique, de modification des schémas vaccinaux, par exemple. Alors, c'était assez déroutant comme question parce qu'en fait, fondamentalement, tout ce qu'on fait depuis des années et des années, et ben, en fait, ça n'a pas servi à réduire l'exposition, en tout cas jusqu'à maintenant, on verra la suite, du tout petit à l'enfant. Et c'est même le contraire, en fait. Plus les années passent, plus l'enfant est exposé à un nombre de vaccins croissants qui contiennent de l'aluminium. Donc c'est un peu déroutant, sur le moment ça m'a pas beaucoup fait rire, mais on continue quand même évidemment parce qu'on se dit qu'un jour tout ça servira finalement à quelque chose. Ce sont des petites pierres, mais un jour évidemment il faudra que ces données-là soient prises en compte. Et puis j'ai remis cette image-là que je vous avais présentée la dernière fois qui montre que si on considère l'exposition aux adjuvants à base d'aluminium de toute une vie, ici chez l'homme, 50% de la dose est reçue avant l'âge de 1 an. Donc évidemment, l'exposition du tout petit, il faut s'y intéresser et il faut continuer à travailler cette question-là. Et cette question-là, elle n'est vraiment pas nouvelle parce qu'en 2000, lors de la conférence de Simpson-Wood, aux États-Unis, la question du rôle de l'aluminium dans les troubles du spectre autistique, au-delà du rôle du mercure, qui était vraiment le cœur le sujet de cette conférence-là entre industriels et instances réglementaires, il est déjà amené en fait. Donc évidemment, cette question, elle date. Il est peut-être temps qu'on arrive à une conclusion qui serait de ne plus exposer le tout petit à de l'aluminium. Je vous ai mis ici des liens du CHD et puis de l'EMSI pour vraiment recontextualiser la conférence de Simpson-Wood parce que c'est une histoire tout à fait intéressante mais qui est un petit peu longue aussi. Alors en quelques minutes, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça ? Ce qu'il faut retenir, c'est que les troubles neurodéveloppementaux, sans aucun débat dans la littérature, sont associés à une condition inflammatoire et neuro-inflammatoire précoce, à des perturbations de l'autophagie et à des interactions gène-environnement. L'activation immunitaire et l'inflammation, on sait qu'elles sont d'autant plus délétères quand elles sont précoces, répétées et qu'elles persistent. Et puis, on sait que l'autophagie permet de se soustraire à certains stress environnementaux, réguler l'inflammation, que l'autophagie a un rôle dans l'élagage synaptique. Et en fait, si on dressait le portrait robot du coupable idéal, des composés environnementaux qui sont les plus à même, alors parmi tant d'autres, il n'est pas question de dire qu'il n'y a que ça, mais en tout cas ceux qui sont tout à fait capables de perturber l'immunité, de perturber l'inflammation, de perturber l'autophagie et d'avoir un rôle dans les troubles neurodéveloppementaux, au regard de tout ce que la littérature nous permet de connaître aujourd'hui, il faudrait qu'on ait des composés qui soient pro-inflammatoires, il faudrait que ces composés-là soient persistants, il faudrait qu'ils soient injectés directement dans l'organisme, parce que comme ça, on s'affranchit des barrières de protection cutanée, intestinale, par exemple, de l'individu. Il faudrait que ces injections aient lieu très tôt dans la vie et puis qu'elles soient répétées. Il faudrait que ces composés produisent une inflammation périphérique. Et puis, s'ils sont transloqués dans le cerveau, c'est encore mieux parce que là, on est sûr d'avoir une neuroinflammation très importante. Il faudrait que ces composés perturbent l'autophagie, qu'ils activent la voie de l'inflammasome NLRP3, qu'ils soient source de stress oxydant. Voilà, je n'ai pas tout détaillé, mais ce sont des propriétés importantes pour être le coupable idéal. Et puis, tant qu'à faire, il faudrait des composés pour lesquels on n'a pas de données de sécurité, parce que ça n'a jamais été fait. Et puis des composés pour lesquels l'enfant est de plus en plus exposé avec les années. Et en fait, évidemment, normalement, vous avez reconnu derrière ce portrait robot les adjuvants à base d'aluminium qui, en fait, cochent absolument toutes les cases. Et Louis l'a dit tout à l'heure, au tout début de la soirée, il est légitime de poser cette question-là, et je crois que je ne peux qu'être d'accord avec ça. Au regard des données de la littérature, on ne peut pas se dire qu'on ne questionne pas cette exposition-là, comme on questionne n'importe quelle autre exposition chez le tout petit. Donc il est vraiment urgent de comprendre qu'il y a un faisceau de preuves concordant.
Il n'y a pas des milliers d'études, il y a parfois des petites perturbations subtiles, évidemment, mais il est vraiment temps de comprendre que tout concorde et il faut prendre en compte en fait les données scientifiques et puis appliquer à minima un principe de précaution. Je ne sais pas jusqu'à quand on va continuer à fermer les yeux là-dessus. On nous dit tout le temps qu'on a 100 ans d'expertise sur ces composés. C'est absolument faux pour pas mal de raisons que j'ai déjà évoquées. Mais il faut bien comprendre qu'il y a 100 ans, ces composés-là n'étaient pas utilisés chez le tout petit de la même manière que maintenant. Alors déjà, c'est pas exactement les mêmes composés, hein, ça c'est juste un détail. On les utilisait pas il y a 100 ans chez la femme enceinte, évidemment, même il y a 30 ou 40 ans. Et puis on n'avait pas du tout les mêmes calendriers actuels en termes de cumul de doses et en termes de répétition. Donc c'était évidemment extrêmement différent. L'exposition aujourd'hui du tout petit aux adjuvants à base d'aluminium n'a rien à voir avec ce qu'il y avait il y a encore 20 ans ou plus. Et puis il y a 100 ans, on n'avait évidemment aucune idée de la complexité du système immunitaire. On n'avait aucune idée du rôle du système immunitaire sur le neurodéveloppement. On ne connaissait pas la notion de système neuro-humain qui traduit vraiment l'interaction très forte entre système immunitaire et système nerveux, encore plus au début du développement. C'est quand même un concept qui ne date pas non plus de hier soir, hein, c'est un concept des années 80. Et puis, on ne connaissait pas non plus le rôle entre le système immunitaire et le microbiote intestinal, on ne connaissait pas l'axe microbiote intestin-cerveau. Donc, quand on regarde vraiment toutes ces données qui sont un tout petit peu plus récentes, on comprend que perturber le système immunitaire du tout petit avec des composés pro-inflammatoires qui persistent, etc., c'est vraiment une extrêmement mauvaise idée. Et il faut vraiment arriver à avoir une vision intégrée. Je dis tout le temps ça à mes étudiants, c'est le plus difficile probablement, mais avoir une vision intégrée de la physiologie. Il n'est pas question de se dire j'agis sur le système immunitaire et je ferai rien d'autre. Je l'éduque, c'est une très bonne idée à la base de lui apprendre à réagir à des pathogènes futurs, mais il faut évidemment confronter ça avec le reste de l'organisme et avec l'influence que cette perturbation immunitaire ou inflammatoire va avoir sur le cerveau, sur le microbiote intestinal, par exemple. Et puis je crois qu'il est temps aussi, sans vexer aucun médecin, de connecter la médecine et la recherche plus fondamentale. C'est un exemple que je donne à mes étudiants aussi, le rôle de la dépakine dans les troubles neurodéveloppementaux. Ça a pris des années, évidemment, pour qu'il y ait des précautions de prescription chez la femme enceinte. L'utilisation de l'acide valproïque pour induire un trouble neurodéveloppemental chez la souris, c'est fait très classiquement depuis les années 90. Il faut vraiment que les médecins s'emparent des données de la recherche et que les chercheurs discutent un petit peu plus peut-être aussi et sortent un petit peu de leur labo et de leur publi à eux. Voilà, ça me paraît tout à fait fondamental. On avait dit en 2020 que le rôle des adjuvants à base d'aluminium des vaccins soulève des questions qui méritent une science indépendante, rigoureuse et honnête. Je crois que 5 ans plus tard, on est toujours dans la même configuration, surtout quand on voit ce que certains sont capables de dire. Alors là, c'est un peu petit. Paul Offit, il faut aller voir qui est Paul Offit, évidemment. Il a quand même été capable de dire il y a quelques années que l'aluminium, c'était un métal essentiel et qu'on pensait qu'il était indispensable pour le développement du bébé, du fœtus. Voilà, je ne sais pas quoi dire, à part qu'il faut faire un peu de biblio quand même parfois. Voilà, on a discuté de beaucoup de choses. J'espère que j'ai pas assommé tout le monde et que le replay sera peut-être utile pour faire des pauses. Il y a énormément d'autres choses sur le sujet dont on pourrait parler, pour lesquelles je ne suis pas forcément une experte en tout cas. Le lien avec les allergies, le lien avec le syndrome de la mort subite du nourrisson, le rôle des adjuvants dans l'axe microbiote intestin-cerveau, l'exposition prénatale, j'en ai parlé un petit peu, mais on pourrait dire plein d'autres choses. En tout cas, c'est très peu étudié. Et puis, évidemment, pour tous ceux qui disent qu'il n'y a pas de lien entre les vaccins et l'autisme et qu'on le sait et qu'on a des milliards d'études là-dessus, il ne faut pas oublier quelques éléments, que les troubles du spectre autistique post-vaccinaux ont déjà été reconnus et indemnisés. Donc, il n'y a pas absolument rien à voir. Il faut vraiment aller regarder les études vaccinées versus non vaccinées, qui ont des limites, qui ne sont pas parfaites. Il faut vraiment, là, j'ai mis une image de Aaron Siri qui a présenté une étude il n'y a pas très longtemps, en septembre, je crois. Il faut les lire dans le détail, il faut les critiquer de manière honnête aussi, évidemment. Et puis, quand on nous dit qu'il y a plein d'études qui ont montré l'absence de lien entre vaccination et troubles du spectre autistique, il faut arriver à continuer à jouer à Où est Charlie, en fait. Toutes ces études comparent des enfants qui ont reçu des vaccins rougeole, orion, rubéole ou non.
des enfants qui ont reçu du mercure, plus ou moins. Mais il ne faut pas oublier que l'ensemble de ces enfants-là ont reçu des adjuvants à base d'aluminium. Ce n'est pas quelque chose qui est considéré dans les variables. Il n'y a pas d'enfants sans alu et d'enfants avec alu. Donc voilà, il faut vraiment, vraiment arriver à comprendre que ces études-là ne marchent pas du tout pour conclure sur la sécurité des vaccins en général et des adjuvants à base d'aluminium en particulier. Et pour finir, sur cette toute dernière diapo, deux appareils, enfin, aviation et alu, développés dans les mêmes années. L'un des deux a eu pas mal d'avancées en termes de sécurité et l'autre pas du tout. Voilà. Donc le jeu, c'est de savoir qui a évolué et pas l'autre. Et j'ai fini. Je vous passe juste les dernières diapos pour qu'elles soient dans le replay. Il y a tous les liens de ce qu'il faut aller lire, regarder. Il y a des choses très vulgarisées, des choses vraiment des publics scientifiques pour se replonger là-dedans. C'est un domaine vraiment dans lequel, une fois qu'on est tombé, je crois qu'on a du mal à en sortir. Merci beaucoup, Guillemette, pour tout ce travail et cette expertise qui est très précieuse. On voit que quand on s'intéresse à un sujet, on finit par en délimiter des contours, à en comprendre les enjeux, arriver à en saisir les lignes de force dominantes. Et tu as mis au jour à la fois le manque de publication en faveur de la sécurité de ces produits et puis la multiplication des publications en leur défaveur, et puis aucune réaction politique, comme si un agenda économique ou industriel présidait beaucoup plus qu'un agenda scientifique ou sanitaire à la question de la mise sur le marché de ces produits ou leur distribution à des enfants en bas âge. Bon, c'est un sujet très important, hein. Comme on l'a dit, il est légitime de se questionner en tant que parent, en tant que grand-parent, en tant qu'enfant ou adolescent ayant reçu ces produits, se demandant mais pourquoi donc suis-je asthmatique, pourquoi donc suis-je… Alors, on n'en a pas parlé ce soir, mais pourquoi est-ce que je réagis au niveau alimentaire à telle ou telle chose, ou pourquoi est-ce que je ne suis pas comme tout le monde en termes de vie relationnelle et de troubles du spectre autistique, comme tu l'as dit, tu l'as montré ce soir. J'imagine que la conclusion pour ceux qui nous écoutent, elle est assez simple à filer. D'une manière ou d'une autre, il y a une inadaptation du calendrier vaccinal actuel et des produits contenant des abats avec les données de la science. Et à tout le moins, il faudrait une réévaluation. Normalement, c'est le principe même des procédures qualité, c'est la réévaluation et le fait d'oser remettre en question des choses, de ne pas poursuivre toujours dans le même sens. Hélène, Léo, la parole est à vous pour des questions, des remarques, des critiques sur tout ce que Guillemette a présenté. Alors, des critiques, peut-être pas. Ouais. Bon, déjà, c'est tellement riche. Voilà, j'ai quelques questions. Voilà, c'était juste pour redire ce que Guillemette a dit vraiment beaucoup de fois, c'est que le rapport entre l'inflammation et les troubles du développement. Et donc, l'inflammation, ça peut être des infections bactériennes ou virales, et puis en particulier, c'est les vaccins. Et finalement, là, elle insiste sur le rôle de l'aluminium, mais l'inflammation par un peu tous les vaccins, puisque un vaccin, forcément, il va falloir provoquer une inflammation pour qu'il y ait une réaction du système immunitaire. Voilà. Donc déjà, on devrait se poser une question sur tous les vaccins. Voilà. Et donc, juste pour revenir à ce qu'elle a dit à la fin sur le fait que la recherche doit sortir du labo, ça me fait penser à l'étude de Wakefield. Donc, c'est un gastro-entérologue qui avait montré qu'il y avait une relation entre une dysbiose intestinale et chez les enfants autistiques et le fait qu'ils soient autistes et une temporalité avec le vaccin rougeole. Alors, lui, il avait fait cette étude il y a, je ne sais pas, peut-être 30 ans. Elle a été publiée. Bon, elle n'a pas fait de bruit parce que voilà, comme dit Guillemette, les médecins ne lisent pas les publications scientifiques, mais on ne peut pas leur reprocher, c'est pas leur travail, hein. Ce travail devrait être fait par les autorités de santé qui devraient leur mettre à disposition le résultat des études. Et donc, Wakefield avait fait ce rapport entre le vaccin rougeole et donc où il n'y a pas d'aluminium, hein, et l'autisme. Et cette étude était passée sans problème. Et puis après, elle a été reprise par ce qu'on appelle, entre guillemets, des anti-vax, donc des gens simplement qui essayent de comprendre ce qui se passe. Et là, il a été attaqué. Et il a dû arrêter la médecine, enfin, s'expatrier et tout ça, quoi. Donc, c'est quand, justement, les études importantes, elles passent la barrière du public et elles vont dans le public que là, ça devient dangereux pour les chercheurs, quoi. Voilà. Donc,
Et là, donc, il n'y avait pas d'aluminium. Alors, c'est sûr que l'aluminium, c'est encore quelque chose qui est encore plus grave qu'un vaccin sans aluminium. Voilà. Alors, sinon, j'avais des petites questions. Voilà. Au niveau, par exemple, des expériences chez les animaux, Guillemette, tu as dit qu'une alimentation riche en graisse pouvait provoquer une inflammation au niveau du cerveau. Alors là, ça m'a un peu étonnée. Qu'est-ce qui provoque l'inflammation avec la graisse? Alors, écoute, là, je ne connais pas en détail ces études-là, mais je sais que ça fait partie des champs qui sont vraiment étudiés de modifier le régime alimentaire de la mère, de produire de l'inflammation plutôt périphérique et de voir s'il y a un effet sur le développement des petits. C'est des choses qui sont, voilà, qui sont un peu à la mode, on va dire. Parce que, bon, moi, j'ai un peu travaillé sur le système immunitaire et l'alimentation, et j'ai vu qu'il n'y avait pas de preuve formelle que la graisse, fallait que ce soit les acides gras saturés ou insaturés, est délétère pour le système inflammatoire. Bon, alors, je ne sais pas, il faudrait Oui. revoir ces Non, études. l'idée, c'est vraiment de dire que c'est au cœur de certaines recherches. Après, bon, voilà, chacun ses sujets de recherche et ses priorités, mais en tout cas, voilà, il y a des études qui essayent de moduler l'alimentation en prénatal pour voir si on induit des perturbations développementales là-dessus. Et donc ça nous fait réaffirmer qu'il y a vraiment une communication entre l'intestin et le cerveau. Alors j'imagine que ça se fait par des molécules, des cytokines, ou tu as parlé des interleukines. C'est surtout par là que se fait l'aller-retour, parce qu'en fait, le cerveau, il agit sur le système immunitaire, et inversement, le système immunitaire agit sur le cerveau, même s'il n'y a pas de translocation d'éléments délétères comme l'aluminium. Oui, c'est ça, c'est vraiment par les acteurs de l'inflammation, notamment, cytokines par exemple. Et puis le lien microbiote intestin-cerveau, il se fait aussi par le nerf vague, par exemple. Donc voilà, il y a pas mal de composantes différentes là-dessus. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a pas beaucoup d'études. Ça n'a pas encore été beaucoup fait. L'éventuelle modification du microbiote intestinal par les adjuvants, mais on sait que des perturbations du microbiote vont influencer l'efficacité vaccinale, par exemple. Donc voilà, il y a des choses qui sont déjà un petit peu balisées et que j'aimerais un petit peu approfondir là-dessus. Oui, puisque je crois que Sabine Azan, qui est gastro-entérologue, a Exact. montré que Oui, les oui. vaccins Covid, par exemple, modifiaient Oui. le microbiote et Oui. faisaient diminuer la quantité de bifidobactéries, Ah oui. donc qui sont des J'aimerais bactéries. bien voir la même chose, du coup, voir. J'ai eu l'occasion de discuter avec elle plusieurs fois, et c'est vrai que ce serait intéressant de regarder si on induit les mêmes perturbations microbiennes quand on expose au vaccin pédiatrique classique. Et ça ne serait pas des expériences très compliquées, hein. Il suffirait de C'est ça. recueillir les cells. Bon, après, Ouais, c'est oui et des- non, parce qu'évidemment, après, ça dépend de l'alimentation du tout petit, ça dépend de plein d'autres choses, mais bon, en tout cas, chez l'animal, c'est assez facile à faire, mais ce serait intéressant de le faire aussi chez l'enfant. Et alors, j'avais une dernière petite remarque, c'était juste que quand tu dis que dans les congrès, on ne parle jamais des adjuvants aluminium en ce qui concerne les études de cohorte pour trouver les expositions toxiques mère-enfant, il faut rappeler qu'il n'y aurait pas de groupe contrôle, puisque maintenant, quasiment tous les bébés sont soumis, enfin au moins en France, sont soumis au vaccin aluminium. Et ça, c'est depuis à peu près, comme tu disais, il y a à peu près 20 ans. Ouais, c'est ça. Voilà, vraiment les programmes de vaccination généralisée, ça date des années 1980, avec l'OMS qui a poussé à la vaccination rougeole. Donc là, c'était pas de l'aluminium, hein. Et donc ça a commencé dans les années 80, ça a été généralisé dans les années 2000. Et puis maintenant, en France, on a les vaccins obligatoires, mais avant que ce soit obligatoire, avant 2018, il y avait quand même 90% des bébés qui recevaient tous ces produits, tous ces 11 ou 11 vaccins, parce qu'en fait, il y a toujours une confusion qui est entretenue entre vaccins obligatoires et vaccins recommandés. Voilà. Ça, on a toujours la même chose en ce moment. Il y a beaucoup de parents qui sont confrontés aux autorités pour leurs adolescents. On leur dit qu'il faut faire un rappel DTP. Mais non, en fait, ce n'est pas obligatoire, c'est juste recommandé. Et je rappelle que dans le rappel DTP Coqueluche, je crois, il y a beaucoup d'aluminium aussi. Donc faites attention, ce n'est pas obligatoire, c'est juste recommandé. Voilà, bon, je ne vais pas parler plus longtemps. Je vais laisser la parole à Léo s'il a des questions. Ouais. Merci beaucoup, Guillemette. Vous m'entendez là, tout le monde?
Oui. Parfait. Merci beaucoup. Alors, moi, tout d'abord, ouais, une petite remarque pour synthétiser un peu tout ce qui a été dit. On va dire, en gros, ce qui se passe, c'est qu'on injecte un toxique dans l'organisme, notamment d'un enfant en bas âge, qui est encore en cours de développement, notamment au niveau de son système immunitaire. Et d'ailleurs, je fais un petit peu le lien avec mes cours de master. On a fait de l'immunologie pendant toute une semaine. On n'a pas conscience dans la population générale, et même, je pense, en tant que chercheur, de la complexité flagrante et criante de l'immunité, de notre système immunitaire. Ça ne s'arrête pas aux macrophages, aux lymphocytes, hein, c'est beaucoup plus complexe que cela. Et il est très difficile, en fait, de prédire ce qui va se passer quand on va injecter telle ou telle protéine ou tel adjuvant sur le système immunitaire, et notamment quand celui-ci est en cours de développement, en fait. Par exemple, là, chez l'enfant, quand on va l'injecter, notamment, comme vous l'avez dit, on l'injecte notamment dans les cuisses, hein, donc pas très loin de la moelle osseuse, notamment au niveau de l'hématopoïèse, hein, où se forment toutes les cellules sanguines, également les leucocytes. Eh bien, quand on injecte un produit toxique, on ne sait pas trop qu'est-ce qui va se passer. Enfin, globalement, on va avoir un effet qui peut potentiellement être délétère. Donc, ça peut entraîner par la suite une hypersensibilité à des infections et même entraîner des réactions allergiques, ou inversement, selon le type de réaction, puisqu'on a chacun un système immunitaire différent, cela peut entraîner potentiellement de la tolérance pour d'autres choses. Et comme vous l'avez dit aussi à la fin de votre présentation, on voit que le système immunitaire, hormonal et neurologique sont interreliés ensemble, et même pas que, hein, d'autres systèmes aussi sont liés au système immunitaire, puisque lui, il a vraiment une influence sur l'ensemble des systèmes de l'organisme. Éventuellement, d'ailleurs, ça pourra faire l'objet d'une prochaine chronique. Et donc, quand on va perturber un système, on va perturber probablement d'autres systèmes. Voilà. Et donc, provoquer une perte totale de l'homéostasie, quoi. Et donc, à des infections chroniques, des hypersensibilités, des inflammations qui arrivent sans qu'on ne comprenne forcément pourquoi. Et donc, voilà, merci beaucoup, hein, de soulever toutes ces problématiques. Et aussi, encore une petite remarque, souvent, en tout cas à la fac, quand on parle de mécanismes biologiques, de problèmes de toxicité de certains composants, il est difficile de parler des vaccins. Donc, ce qu'on peut faire éventuellement, c'est de discuter avec des enseignants, avec des chercheurs, sans parler de vaccins, mais de parler des mêmes choses. Et là, de suite, on a une ouverture d'esprit. Et de suite, on apprend énormément de choses et on tombe d'accord sur sur pas mal de points. Et donc, peut-être que éventuellement, on pourrait contribuer à faire progresser, en tout cas, ces connaissances de manière indirecte, et à nous ensuite de créer le lien avec vraiment le sujet très sensible, en tout cas des vaccins. Et j'ai aussi une question par rapport du coup à la réaction immunitaire par rapport au vaccin. Souvent on nous dit oui, mais si on ne met pas d'adjuvant type aluminium, on ne va pas provoquer une réaction immunitaire suffisante pour avoir une immunité contre le pathogène contre lequel on veut être immunisé. Et donc, il y a encore une problématique, c'est que si on enlève les adjuvants, qu'est-ce qu'on peut faire à la fois pour éviter, pour trouver un juste milieu entre toxicité et à la fois efficacité? Parce que le but n'est pas d'être anti ou pour le vaccin. Voilà, le but, c'est d'essayer de réfléchir et trouver une solution, quoi, qui pourrait aussi être applicable à chaque individu, puisqu'encore une fois, on a un système immunitaire différent. Donc, au moins avoir quelque chose de ciblé, contrairement au dogme vaccinal où tout le monde a la même dose, a les mêmes quantités et la même marque. Voilà. Il y a plein de questions dans... Pardon, je t'ai tutoyé tout de suite, hein, mais il y a plein de questions dans tout ce que tu soulèves. Effectivement, cette question de la même dose pour tout le monde, elle est très importante, évidemment, parce que quand on vaccine un rugbyman et une fille un peu fine, alors très cliché, mais bon, qui reçoivent la même dose, évidemment, il y a une vraie différence de dose reçue par kilo de poids corporel, donc c'est quand même un petit peu aberrant. C'est pareil chez l'enfant, on a évidemment des poids très différents chez les bébés. La question de l'adjuvant, elle est intéressante parce qu'en fait, il existe plusieurs adjuvants. L'adjuvant, c'est ce que les immunologistes appellent le sale petit secret.
parce qu'en fait, on ne sait jamais trop bien comment ça marche, mais on sait que c'est quand même un peu toxique. Voilà, ça c'est un truc qui est dans la littérature depuis des années. En France, le phosphate de calcium a été longtemps utilisé comme adjuvant, c'est très biocompatible, le phosphate de calcium. On avait écrit une revue aussi là-dessus il y a déjà maintenant 9 ans. Il a été remplacé pour des raisons totalement financières par l'aluminium pour uniformiser la production. Et puis parce qu'en fait, l'aluminium, c'est un bon adjuvant, dans le sens qu'il produit une bonne réaction, une forte réaction avec très peu d'antigènes. Évidemment, c'est ça qui coûte cher dans la fabrication d'un vaccin. Donc, c'est très rentable, l'aluminium. Puis, puisque personne ne se pose de questions et que personne n'a vraiment envie de l'enlever, il n'y a pas trop de raison de ne pas y aller, du point de vue de l'industriel en tout cas. Mais on sait faire autrement, on sait faire avec d'autres adjuvants. Alors, il y a des adjuvants très modernes, il y a beaucoup d'équipes qui travaillent sur les nouveaux adjuvants aussi. Et puis on sait faire sans adjuvant tout court, et ça c'est des données qui existent, de dire qu'il faut de l'alu dans la primo-injection, mais après dans les rappels, ça sert plus à rien d'en mettre. Sauf que ça fait produire 2 produits différents. Et c'est moins intéressant. Il faut rationaliser un peu plus, quoi. Mais on sait faire sans adjuvant, on sait faire avec d'autres adjuvants. Donc vraiment cette question d'alu, la question c'est vraiment le vaccin sans alu. La question de la vaccination tout court, c'est une autre question qui en tout cas n'est pas de mon expertise. Et je voudrais juste revenir sur une chose dont Hélène a parlé, sur l'étude de Wakefield. Moi, je trouve que c'est toujours intéressant, les gens qui s'emparent de cette étude pour dire que cet affreux médecin anglais avait dit que les vaccins causaient l'autisme. En fait, quand on lit l'étude, et c'est un bon indice de voir si les gens lisent ou pas les études, ou s'ils se contentent de ce qu'on en a dit, ce qui est quand même généralement le cas. En fait, dans l'étude, il explique, c'est vraiment écrit noir sur blanc, il faut la ressortir, je l'ai quelque part. Il dit, on ne peut pas faire de lien entre la vaccination reçue par les enfants, effectivement, c'est rougeole, oreillon, rubéole, et la survenue d'un trouble autistique. Et il ne le fait pas, et il dit qu'avec ces résultats-là, il ne peut pas faire de lien. Et donc, il y a une espèce de transformation de ce qu'il aurait dit, qui est assez incroyable là-dessus. Et c'est un travail extrêmement intéressant, et en tout cas que moi j'aimerais tester expérimentalement le rôle de cette dernière vaccination, parce que c'est la dernière chez l'enfant, après toutes les vaccinations ALU. Et est-ce que cette dernière vaccination, qui n'est pas la même parce qu'on n'est pas sur le même type de vaccin, finalement potentialise la toxicité de l'aluminium accumulé mois après mois. Il y a des fortes des hypothèses de mécanismes d'action, notamment d'augmentation de la translocation cérébrale qui sont vraiment très intéressantes et qui seront peut-être les prochaines que je vais tester. J'aimerais bien. Ça doit être compliqué à tester, évidemment, ça. Il faut faire ça chez l'animal. Oui. Ah oui, bien sûr. Alors, c'est vrai que moi, je suis plutôt modèle cellulaire ou modèle animal que vrai patient, enfin, que humain. Merci beaucoup, Guillemette. On se dirige doucement vers les 2 heures d'émission, peut-être vers la conclusion de cette soirée passionnante. Je pense que ça fera partie, encore une fois, des présentations historiques, quelque part, de montrer ce soir à plus de 4500 personnes en direct, au fond, des informations qu'elles n'ont jamais eues, alors même qu'elles ont fait vacciner leurs enfants, leurs petits-enfants, qu'elles ont été vaccinées elles-mêmes, et que ça ferait partie de la moindre des choses que devrait faire un médecin, un pharmacien, un responsable de santé publique, sur quelque chose d'aussi important et d'aussi présent dans la vie quotidienne des citoyens que les vaccinations obligatoires de l'enfance. Et donc, encore une fois, il s'agit de donner une information la plus claire et la plus loyale, la plus appropriée et la plus exhaustive aussi, permettant aux citoyens de prendre leurs décisions. Il y a peut-être beaucoup de gens qui nous regardent et disent d'accord, mais qu'est-ce qu'on peut faire? De toute manière, tout ça est obligatoire. On peut pas. Il y a beaucoup de choses à faire. Tout ce qu'a dit Guillemette ce soir nécessite d'être médié, raconté. Vous avez vu que ça ne fait pas la une des journaux, ça n'est pas sur la table de travail des gens de la NSM, ça n'est sûrement pas à l'ordre du jour des gens qui réfléchissent au calendrier vaccinal ou sur le bureau de Monsieur Fischer. Non, je ne crois pas. Pourtant, ce sont des sujets importants et vous voyez que des synthèses de littérature sont accessibles, compréhensibles, donnent des matières à réfléchir. Voilà, tous ceux parmi vous qui auraient un talent à médier, à mettre sous une forme compréhensible, sous la forme d'un tract, un tiré à part de l'émission,
à refaire une petite brochure qu'il donnera dans son entreprise, dans son travail, à sa famille, aux jeunes qui vont peut-être avoir un bébé un jour ou qui sont en train de devenir amoureux et de se poser la question d'avoir un enfant. Peut-être que ces informations-là, elles sont importantes parce que je prends juste mon exemple personnel. J'ai dû attendre après le Covid pour commencer à être conscient de ces choses-là. Et je peux vous dire que je me mords les doigts de certaines décisions que finalement j'ai laissé le système prendre à ma place concernant ma propre vie ou celle de mes propres enfants. Dommage de se mordre les doigts a posteriori. Il vaut mieux avant se poser la question de qu'est-ce que je peux faire une fois que je sais. Voilà. Merci beaucoup Guillemette de continuer à fournir de l'information, de la synthèse. Je vous laisse la parole pour un petit tour de conclusion. Un grand merci à tous ceux qui nous ont regardés, puis à tous ceux que vous voyez jamais, qui sont derrière l'écran, qui participent à la discussion en amont, aux emails qu'on s'envoie pour savoir qui va venir, quel jour on le fait, etc. Et puis, on se retrouve de toute manière, je crois, dans 2 semaines, où Hélène va vous dire exactement, elle qui maîtrise bien le programme scientifique, pour de nouvelles aventures. Merci beaucoup. Je laisse la parole au centre, la prend qui la veut. Alors, moi, je vais juste, avant de trouver quelle est l'émission dans 15 jours, rappeler que je sais que, comme dit Louis, on va avoir plein de questions. Oui, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est obligatoire. Et rappeler qu'il n'y a pas de solution individuelle, il n'y a qu'une solution collective et qu'il faut se battre tous en commun pour au moins supprimer l'obligation, que les gens qui sont au courant puissent prendre leurs décisions avec un consentement vraiment éclairé, quoi, voilà. On n'a pas de solution miracle. C'est à chacun de vous comme dit Louis, d'en parler, et puis pourquoi pas de faire des petits collectifs, des collectifs dans les écoles, dans les crèches, entre les mamans des crèches, des écoles, et d'en parler au moins, quoi, voilà. Et voilà, avec une solution, une possibilité de solution qui est l'action collective et pas juste se renfrogner en disant mais c'est obligatoire, on est obligé, voilà. C'est tout. C'est ça. Merci beaucoup Hélène. Oui, je te rejoins. Donc, l'important c'est le nombre. Donc, parce que quand on discute avec les gens aujourd'hui, on voit que le niveau de connaissance du sujet est vraiment très limité. Donc, l'idée c'est vraiment de former en tout cas un maximum de personnes, sans faire peur évidemment, mais en étant objectif et très loyal scientifiquement, et rallier de plus en plus de personnes pour, comme tu le suggères Hélène, monter en réseau, monter en collectif. D'ailleurs, on a par exemple la Ligue nationale pour la liberté des vaccinations, qui est là depuis bien longtemps, depuis pas mal d'années, qui se bat également pour faire valoir la liberté vaccinale, notamment pour les mêmes problématiques. Donc c'est ça, l'important c'est vraiment de continuer d'informer et voilà, de faire en sorte que de plus en plus de personnes soient au courant, soient conscients et éventuellement se battent également pour faire valoir leur liberté, en tout cas vaccinale, quoi. Allez, le mot de la fin pour moi, du coup, j'en ai 3, mais c'est rapide. Je voulais vous remercier de donner l'occasion de ce débat public et de cette présentation, en tout cas publique, qui permet vraiment de faire sortir ce que nous, on génère dans notre petit cercle de chercheurs vers le grand public, vers les soignants. Enfin, voilà, c'est absolument fondamental. Cette communication-là et cette alliance citoyen-chercheur, elle est pour moi absolument indispensable. Le deuxième point sur le fait de qu'est-ce qu'on peut faire maintenant quand on est parent, je pense que ce qu'il faut faire, c'est soutenir la recherche. Alors, je ne parle pas que d'argent, même si évidemment c'est le nerf de la guerre, mais soutenir la recherche, c'est aussi diffuser. Et en fait, c'est ce que vous avez dit, hein, mais diffuser l'information, questionner, faire réfléchir les gens. Nous, tout seuls, franchement, on ne sert à rien si derrière c'est pas repris par d'autres. Moi, je suis toujours dispo par mail pour répondre à des questions. Enfin, voilà, il faut vraiment que ce message-là, chacun s'en empare à son niveau, dans son réseau à lui, et le fasse sortir parce qu'il est légitime de poser ces questions quand on vaccine son bébé, de se dire ben, qu'est-ce qu'il y a dedans et qu'est-ce qu'on sait de ce qu'il y a dedans. Ça me paraît absolument fondamental. Et puis, je voudrais finir en lançant un petit défi à tous. Et je ne sais pas si on pourra avoir des retours, mais je me suis demandé, en fait, si tout le monde demandait à son médecin dans les semaines qui arrivent,
est-ce que il ou elle connaît juste l'étude des CDC, qui est quand même pas du tout complotiste, hein, le CDC américain a priori, qui lie l'exposition aux adjuvants avec un risque d'asthme accru chez l'enfant. Parce que c'est date de 2023, c'est très, très, très officiel. Est-ce qu'il y a seulement un médecin qui connaît cette étude-là, en fait, avant de vacciner? L'asthme, c'est moins touchy que l'autisme. Et c'est moins touchy, l'asthme, donc voilà, en tant que jeune parent, forcément un peu maladroit face à son médecin, on va avoir moins de... Voilà, on va se faire moins attaquer à dire qu'on écoute n'importe quoi. L'asthme, c'est moins touchy, puis le lien est peut-être un tout petit peu plus facile à appréhender là-dessus. Mais ça serait intéressant de voir, voilà, est-ce que finalement, on a une majorité de médecins qui connaissent ce qu'ils ont dans les mains quand ils injectent. Pas sûr. Merci Guillemette. Je laisse la question. Vous retrouvez toutes les associations, l'ALU Total, ce documentaire. Super film, ouais. Sur Odyssée ou sur le site de 3M, ouais. pour le vaccin sans aluminium. Ouais, je voudrais juste souligner, je te coupe, désolé, mais Vaccin sans alu met plein d'actualités en ce moment. Il y a un gros travail, on a fait, alors ils m'ont sollicité aussi pour un dossier scientifique pour répondre à une pédiatre d'Infovac qui a fait une émission assez lamentable il n'y a pas très longtemps, en avril. Et en fait, en déroulant tout ça, on a quand même répondu scientifiquement aux questions, ça c'était mon rôle. Et puis Vaccin sans alu a mis en évidence des liens d'intérêt à hauteur de 18 millions d'euros pour Infovac sur les 5 dernières années. Ce qui est totalement hallucinant. Et il y a un dossier de 60 pages qu'il faut vraiment, c'est pareil, qu'il faut lire, qu'il faut partager, voilà. Tout est sur pour des vaccins sans alu. Super. Merci beaucoup. Très bonne soirée à tous et puis à tout bientôt. Hélène, tu as retrouvé ce que c'était dans 2 semaines? Ah oui, alors voilà, dans 15 jours, c'est Claude Escarguel qui viendra nous parler du traitement préventif de toutes les viroses des virus ARN. Voilà. C'est la saison, vous avez tous la crève, moi aussi. Ça tombe bien. Essayez de vous protéger à l'avance, soignez votre système immunitaire. Là, j'en ai parlé au congrès MCIB et puis voilà, j'ai mis sur ma page ResearchGate tout ce que j'avais fait là sur protéger son système immunitaire. Et ensuite, avec Claude Escarguel, voilà, on saura comment soigner quand on tombe malade. Donc voilà, la boucle est bouclée. Eh ben, très bien. On vous donne rendez-vous. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.